soir, c'est Classico. Steve Nadjar. Robert Pires qui récupère, Robert Pires qui crochette, il est parti pied gauche, double contact, Pires qui va redescender peut-être pour Trezeguet qui frappe. Trezeguet, l'homme qui fait des miracles. Trezeguet, l'homme qui à chaque fois nous donne la victoire. Une archive européen, vous avez reconnu la voix du légendaire Eugène Sacomano. Xavier Barrou, vous êtes vous êtes notre invité pour le guide insolite et érudit de l'Euro, publié aux éditions Solar. Et c'est justement une image de David Trezeguet qui a été choisie comme couverture de votre guide. Nous sommes en juillet 2000, l'attaquant de Monaco et de la Juve vient de marquer le but en or qui offrira donc la victoire aux Bleus face à l'Italie en prolongation. C'est un de vos souvenirs les plus forts. Vous nous parliez de l'Euro 84, mais... évidemment, fait partie aussi. Évidemment, parce que moi j'étais à France Football à cette époque et on n'y croyait plus, comme beaucoup de Français malheureusement. Quand à 54 secondes de la fin, l'équipe de France est menée 1-0 par l'Italie, qui avait quand même une réputation de savoir verrouiller les matchs. Ils avaient manqué la balle de 2-0 par Del Piero, et puis là il y a eu ce long ballon de Barthez qui est prolongé par Cannavaro, qui malheureusement n'arrive pas à le contrôler. Ça arrive sur Wiltord qui égalise, et puis dans la foulée, dès le début de la prolongation, ou très vite dans la prolongation, il y a ce débordement de Pires et puis ce but de Trezeguet. Donc là, c'est le but en or. Le match s'arrête. Ouais. Hein, c'est une invention. C'est la première fois. Voilà. Alors, il y avait déjà eu... Deuxième fois en 96, oui. Avec Birov, avec le but de Birov en finale, oui. Et puis la France avait aussi bénéficié d'un but en or contre le Paraguay à la Coupe du Monde 98. Donc c'est une invention qui a eu une durée de vie assez courte, mais qui a marqué l'histoire du football français. Je le rappelle d'ailleurs dans le guide aux éditions Solar. Et donc on a effectivement ce souvenir. Effectivement, c'est aussi un très grand souvenir de l'histoire de Benjamin, d'un mot sur ce but en or. En fait, moi, je retiens plus le but de Wiltord, parce que déjà on voyait les Italiens qui faisaient la fête sur le banc, donc c'était. Et puis le but de Wiltord, je trouve qu'il est tellement dur à mettre. Enfin, pour ceux qui le revoient, il y a quand même pas beaucoup d'angles. Il y a Toldo dans les buts. Et donc, moi, je trouve que c'est un but extraordinaire. Ouais. Et le but Trezeguet, c'est forcément ça. La libération. La libération, comme tu dis. L'action est très belle. Et après, bon, il avait bien. Moi, c'est vraiment Wiltord. C'est le but de Wiltord qui me. C'est un souvenir différent de la Coupe du Monde, cet Euro, je trouve. L'Euro 2000. Je me demande si les commentateurs ont souvent dit que l'équipe était encore plus forte qu'en 98, etc. C'est sans doute vrai. Il y a les manques qu'il y avait en 98, tu les avais plus en 2000, parce que tu avais effectivement ces jeunes qui sont venus amener autre chose. Tu as raison, notamment Wiltord et d'autres. Mais c'est un souvenir incroyable. Ouais, quelque part, peut-être encore un peu plus fort à ce moment-là, est encore plus fort que la Coupe du Monde, parce qu'en fait la Coupe du Monde 3-0, t'as gagné depuis longtemps, tu as le temps de savourer la victoire tout au long du match en fait, mais là l'explosion elle est incroyable, c'est un souvenir dingue. L'équipe de France à l'Euro, alors on parle de remontada, il y a un chapitre sur les remontadas dans le guide, c'est un terme espagnol, donc forcément on raccroche souvent au Real Madrid ou à l'équipe d'Espagne. Et en fait, dans l'histoire de l'Euro, l'équipe de France a fait 6 remontadas, dont celle-là, et c'est l'équipe nationale qui en a fait le plus dans toute l'histoire de la compétition. Donc c'est quelque chose d'assez courant avec les Bleus. On parlait de 1984 avec cette demi-finale contre le Portugal à Marseille. Ils sont menés, ils parviennent à l'emporter. Et donc, il y a cette finale en 2000. Le Portugal en 2000, on perd 1-0. Absolument. Match avec la main d'Abel Xavier. Le buteur de Benfica. Attaquant. Xavier, il faut rappeler que cette victoire venait confirmer, on disait le sacre des Bleus 2 ans plus tôt, donc en Coupe du Monde. Une victoire, somme toute logique, même si, et vous le rappelez, l'Euro peut réserver pas mal de surprises, beaucoup plus que la Coupe du Monde. On pense aux Danois en 92 ou aux Grecs en 2004. Comment est-ce que vous expliquez cette singularité de l'Euro ? Parce qu'il y a moins d'enjeux politiques à l'Euro qu'à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une énorme machine avec des enjeux politiques colossaux. Toute l'histoire de la Coupe du Monde est d'ailleurs balisée par des intérêts politiques plus ou moins avoués, qui ont biaisé un petit peu parfois certains matchs, la façon d'aborder la compétition a souvent été plus compliquée. L'Euro, on est dans un univers pacifié. Alors, c'est difficile de dire ça actuellement alors qu'il y a la guerre en Ukraine, mais on est sur un continent, je tentais de dire, où il y a plus d'homogénéité dans le développement du football. Il y a une histoire commune. Donc, c'est une compétition où vraiment le football est la priorité. Il y a forcément des implications politiques comme dans toutes les compétitions internationales de cette envergure, mais la priorité est au football. La Grèce ne gagnerait jamais la Coupe du Monde, le Danemark non plus. Ils ont gagné l'Euro. Parce que, sur le terrain, à ce moment-là, c'était les plus malins, c'était effectivement ceux qui ont su saisir les opportunités, c'était
pas les équipes les plus fortes, mais c'était ceux qui ont su effectivement se hisser au-dessus des autres au bénéfice des circonstances. Et vous citez Zinedine Zidane qui considère qu'il est beaucoup plus difficile malgré tout de remporter l'Euro qu'une Coupe du Monde. Les matchs sont beaucoup plus oui, parce qu'il y difficiles a une densité d'équipes incroyable à l'Euro. Alors, la formule a évolué. Au début, il n'y avait que 4 équipes. À partir de 1980, il y en a eu 8. À partir de 1996, il y en a eu 16. Maintenant, il y en a 24. Mais quand vous regardez, par exemple, le plateau de la Coupe du Monde, il y a toujours une 12, 13 équipes européennes. C'est pas tout à fait la moitié du plateau. Là, le plateau est constitué que d'équipes qui ont le potentiel pour jouer la Coupe du Monde. Donc, c'est ça qui fait que l'Euro est très difficile. Et souvent, dans l'histoire de l'Euro, vous avez des équipes qui tombent dès le premier tour, parce que la France, on en a fait l'expérience, on en parlait avec Alexis tout à l'heure, en 2008 notamment, où la France, vice-championne du monde, est éliminée dès le premier tour de l'Euro 2008, parce que cette densité fait que la compétition est extrêmement relevée. De mémoire, dans le groupe, c'était Pays-Bas, Italie, c'était Roumanie, ouais. Ouais, donc... Et l'Italie était championne du monde en titre, elle se retrouve dans le même groupe que la France. Et les Pays-Bas, c'est la génération Robben. C'était aussi une équipe très forte, qui ira en finale de la Coupe du Monde suivante. Donc les euros, souvent, alors maintenant que c'est à 24, c'est un petit peu dilué, c'est vrai, mais dans toute l'histoire, c'est des compétitions avec une très très forte densité et donc un intérêt footballistique énorme. Xavier, vous parliez tout à l'heure de Michel Platini qui s'est exprimé sur Canal+ au micro d'Hervé Maton. On l'écoute justement sur son but face à Arconada. Nous sommes en finale de l'Euro 84. L'Arconada, je comprends pas. Vous allez pas me dire que c'est une erreur du gardien de but quand même. Et il était imparable ce but-là. Il pouvait rien. Il était dans la lucarne. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui se passe dans la tête. Et je marque un but, mais qui est dû à une erreur du gardien que j'admirais, que j'adorais, qui était un des meilleurs gardiens européens de l'époque. Et c'était son dernier match. Et vous avez vu, j'ai pas exulté. Je suis tombé de joie, mais j'ai pas exulté parce que c'était... je pense que dans mes rêves de gosse, c'était pas le but que j'aurais espéré marquer un jour dans une grande finale. D'avoir un petit commentaire, Xavier, sur... Oui, alors en fait, ce qu'il raconte à Hervé Matou, là, il l'a déjà dit dans une interview à l'équipe, dont j'ai mis les verbatims justement dans le guide, ce guide d'insolite et érudit de l'Euro chez Solar, parce que c'est une très belle double photo, vous l'avez peut-être remarqué en le feuilletant, Steve, et effectivement, Platini dit ça, déjà à l'époque. Il dit oui, Luis Arconada, il faut voir que c'était le gardien de la Real Sociedad qui avait été championne d'Espagne 2 fois de suite, ce qui à l'époque était quand même assez exceptionnel, qui était le gardien de l'équipe d'Espagne, qui avait joué l'Euro, je crois qu'il avait été élu meilleur gardien de l'Euro 80, donc c'était un gardien extraordinaire. Et là, il se trouve sur une finale, un peu pour les plus jeunes, comme Oliver Kahn à la Coupe du Monde 2002 contre le Brésil. C'était le meilleur gardien du monde et il se rate à ce moment-là. Et donc Platini, il a toujours dit, j'aurais préféré lui marquer un but autrement. Parce que là, du coup, on retient effectivement le nom d'Arconada pour cette boulette, alors que Platini aurait préféré qu'on retienne un autre de ses coups francs pour un succès. Platini, meilleur joueur et meilleur buteur de cet Euro 84, est-ce qu'on peut considérer que le prochain Ballon d'Or aura été plutôt le meilleur joueur de l'Euro 2024? Alors, c'est pas systématique pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, le Ballon d'Or, vous savez que j'ai passé 20 ans en France Football, a changé de règlement en 1995. Désormais, il est ouvert aux joueurs extra-européen, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc un Africain, un Sud-Américain peut le gagner. Ça a été le cas de George Weah, ça a été le cas de Messi, ça a été le cas de Ronaldinho, ça a été le cas de Ronaldo. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste. Et puis la deuxième élément, c'est qu'en fait, dans l'histoire de l'Euro, il n'y en a que 6 qui ont eu le Ballon d'Or après avoir gagné l'Euro. Zidane, bien sûr. Ah non, Zidane l'a pas eu justement en 2000 à cause de son coup de boule. Il y a eu Zammer en 96, oui. Il y a eu Beckenbauer. Il y a eu Cristiano Ronaldo en 2016. C'est le dernier. Je les ai pas tous en tête là, mais on peut les retrouver. Ils sont dans le guide de toute façon. Et donc il y en a eu que 6. Et en fait, l'histoire de l'Euro souvent coïncide avec une Coupe d'Afrique des Nations, une Copa América, une autre compétition continentale. Donc les Jeux Olympiques aussi, même si c'est des joueurs de catégories un peu différentes. Donc c'est pas garanti du tout que le vainqueur de l'Euro soit le Ballon d'Or derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment les attaquants sont souvent primés,
mais pas seulement et pas toujours. Vous mettez notamment en lumière le fait que certains grands gardiens se sont illustrés et ont été récompensés. C'est le cas en tout cas de Lev Yashin pour le Ballon d'Or en 60, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et du titre du meilleur joueur de l'UEFA pour Oliver Kahn. Absolument. Alors là, on parle de la Coupe du Monde, mais pour ce qui est de l'Euro, en fait, l'UEFA, comme la FIFA d'ailleurs, n'attribue de titre officiel que depuis les années 80. Donc avant, effectivement, tout est permis, je serais tenté de dire. Mais si vous prenez l'histoire de l'Euro, il n'y a pas une compétition qui reconnaît autant le rôle des gardiens que l'Euro. Il y a eu Dino Zoff en 1968, qui était un jeune gardien à l'époque, qui a été récompensé. Vous l'avez dit, Lev Yashin avant. Il y a eu Peter Schmeichel avec le Danemark en 1992. Il y a eu Donnarumma lors du dernier Euro, qui fait quand même 6 arrêts dans des séances de tir au but, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, vous avez une compétition qui accorde une place énorme à l'Euro. Et pourquoi ? Parce que dans les matchs à élimination directe aujourd'hui, dans un peu plus d'un quart des cas, 27%, ça se joue au tir au but. Donc forcément, les grands gardiens peuvent se mettre en évidence, et pas forcément toujours les grands. Alexis signalait tout à l'heure Toldo qui dispute l'Euro 2000 parce que Buffon est blessé, et qui fait un Euro formidable. Contre les Pays-Bas. Oui, et qui arrête 2 pénaltys en demi-finale, qui gagne la séance de tir au but et qui va en finale. Et le couronnement, ça aurait été que Trezeguet et Wiltord ne marquent pas. Mais bon, les Bleus ont été plus forts cette fois-ci. Et il y a encore beaucoup de choses à lire ou à découvrir dans ce guide insolite et érudit de l'Euro que vous publiez, cher Xavier Barré, aux éditions Solar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Classico. Benjamin, merci à toi. Merci, Alexis, Steve. merci à toi également. Cette émission est à retrouver en podcast sur radioj.fr, sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À suivre, Lise Gutmann. Merci à Benjamin à la réalisation ce soir et très bonne soirée sur Radio J la semaine prochaine. Radio J. Classico.